Bonjour Manuela Carmena. Alors, j'ai lu votre livre qui est un très beau témoignage sur votre engagement, votre parcours. Est-ce que si on vous définit comme femme, juriste, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Dites-nous pourquoi les deux termes sont si importants. Bon, pour moi, je crois que être femme volontairement, ça veut dire je suis femme, c'est vrai parce que biologiquement je suis une femme, mais je crois qu'avec mon idéologie, c'est la de la femme. Je pense que dans ce moment, nous sommes dans le siècle de la femme. Et pour ces raisons, je pense qu'être femme, pour moi, dans ce moment, c'est une déclaration d'opinion. C'est une déclaration idéologique. Bon, un, deux. Bon, ma carrière a été la des droits. J'ai étudié droit, je suis avocate, je suis magistrate, et bon, alors je suis une politicienne occasionnelle, comme c'est me dire. Mais ma carrière, c'est la carrière juridique, c'est la carrière des droits. Et je pense que le droit, c'est un instrument très important pour connaître bien, pour réfléchir, bon, pour faire beaucoup de choses avec le droit. D'ailleurs, vous parlez beaucoup d'éducation dans votre livre. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait enseigner le droit aux enfants? Bon, je pense que peut-être n'est le plus important d'enseigner le droit. Je crois que le plus important, c'est enseigner à apprendre à les enfants. Je crois qu'il faut fomenter la curiosité. Nous avons essayé beaucoup de systèmes dans l'éducation. Et je pense que maintenant, pour ce moment, il faut reconnaître que le plus important, c'est la motivation, la curiosité, la solidarité, l'empathie, non? Et pour ces raisons, je ne vais pas parler d'une autre matière pour les élèves, non. L'unique matière, c'est réveiller son désir d'apprendre, son envie d'apprendre. Parce que, bon, si je suis très longue, m'arrêtez. Mais ça veut dire que quand un petit enfant est en train d'apprendre à marcher, c'est naturel, c'est son envie d'apprendre. Nous ne pouvons pas coûter après dans l'école les véritables désirs d'apprendre. Alors, l'empathie, la solidarité, vous dites que ça appartient à la culture féminine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette culture féminine? Voilà, je vous poserai une autre question après. Ça veut dire qu'il y a un aspect de la culture féminine qui est très proche à la vie, parce que la femme, c'est mère. Pas toutes les femmes sont mères, c'est clair, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose que les femmes ont l'habitude de soigner à l'une, à les autres. Et pour ces raisons, la femme, c'est très près de la vie. Elle défend la vie. Et pour ces raisons, je pense que c'est très important dans ce moment, penser à le petit, le quotidien, le sourire de l'enfant, mais faire aussi les repas. Mais dans le même temps, préparer un travail, faire une sentence, faire un avis. Quand je suis dans la magistrature, à la fin, c'est préparer un avis et c'est préparer les repas. C'est quoi que c'est l'histoire des femmes dans le monde? Ça m'a oublié le quotidien, ça m'a oublié le petit. Et le petit et le quotidien, c'est la vie. Alors, vous parlez de cette culture féminine qui devrait imprégner le politique. Et pourtant, il y a quand même en ce moment beaucoup d'exemples de femmes en politique qui ne semblent pas imprégnées de cette culture féminine. On a connu Margaret Thatcher. C'est pas sûr que Hillary Clinton soit imprégnée de cette culture féminine. Et puis, bon, on voit aussi beaucoup de femmes dans des mouvements très violents. Donc, vous êtes sûr de ça? Oui, et je vais expliquer pourquoi. Parce que la culture des femmes n'est pas un domaine absolu des femmes, c'est une culture. Mais il faut que la femme politique, la femme en pouvoir, reconnaisse son histoire et l'admire. Se raconte dans des livres, comme beaucoup, se raconte une histoire, je ne sais pas si tu te rappelles, quand une personne me dit « Oh, les magasins des femmes ne sont pas sérieux ». Simplement, sont sérieux les grands magasins des hommes de la politique. Bon, ça indique que les femmes méprisent la culture des femmes. Et pour ces raisons, c'est très important de les donner sécurité, de leur donner confiance à les femmes. Parce que la culture des femmes
n'est pas les cultures traditionnelles des pouvoirs, des hommes, non, mais c'est normal. Et dans ces premiers moments de l'histoire, nous pouvons constater qu'il y a beaucoup de femmes qui méprisent la culture des femmes, comme Margaret Thatcher, par exemple. En revanche, on peut dire qu'il y a des hommes qui sont peut-être imprégnés de cette culture féminine. Mais oui, parce qu'il se dit que ce n'est pas un domaine exclusif, absolu des femmes. Non, c'est quelque chose qui est très proche de la vie. Et pour ces raisons, la vie, c'est de tout. Mais aussi, comme les femmes ne doivent pas mépriser la culture féminine, les hommes, pas. Les hommes doivent reconnaître cette culture de la vie et lutter pour cet aspect de la vie, et spécialement dans le public et dans le politique, où n'est-ce pas la culture de le quotidien, n'est-ce pas la culture de la vie. Alors, vous parlez aussi beaucoup de l'histoire de votre pays dans votre livre, et vous dites au fond que cette histoire a fait que les femmes ont joué un rôle moteur dans le changement. Vous pouvez expliquer un peu ça? Oui, je crois que pendant ma jeunesse, il faut changer tout. Nous avons, ma génération avait l'idée de que nous ne voulons pas cette société. Je suis véritablement émue d'être ici en parlant avec une journaliste française dans une émission de la télévision française, parce que je crois que les Espagnols ont une grande date avec la culture française. Dans ma jeunesse, nous rêvons de la liberté, nous rêvons de la démocratie. Et la démocratie, c'est de l'autre côté de la frontière. Je me rappelle très bien passer la frontière pour acheter des livres, pour voir des films que c'est interdit en Espagne. Bon, dans ce moment, les femmes font un grand travail pour changer tout, et pour changer aussi la famille, les lois conventionnelles. Dans ce moment, un rôle pour les femmes très conservatrices, c'est comme là. Et alors, vous dites aussi que vous êtes vous l'avez dit tout à l'heure, une politicienne, une femme politique occasionnelle. Oui. Vous êtes sûre de ça? Oui, je suis terriblement sûre, parce que ça veut dire que peut-être toute la politique doit être occasionnelle. Parce que si nous pensons, nous faisons des réflexions importantes sur qu'est-ce que c'est la politique. La politique, c'est régler, la politique, c'est organiser. Et toutes les personnes faisons beaucoup d'organisation dans notre vie. Et pourquoi n'est-ce pas possible que pendant quelle période de notre vie, nous faisons de l'organisation de le public, de tout qui appartient à tout? Pourquoi non? Et alors, n'est-ce pas nécessaire d'avoir une carrière de politicienne? Peut-être. C'est une manière de faire de mon vie, de mon critère, une réflexion pour penser, mais qu'est-ce que c'est la politique? Alors, on va parler du droit aussi. Donc, vous tenez beaucoup à ce qu'on appelle l'état de droit. Mais aujourd'hui, en Europe, avec les états d'urgence, le droit, il est un peu malmené, on pourrait dire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, je pense que c'est une grande erreur, penser qu'il faut combattre le mal sans le droit. Je crois que c'est le principe du mal. Nous l'avons vécu dans notre pays. Nous avons lutté beaucoup, avec beaucoup d'efforts contre le terrorisme. Nous avons eu un terrible terrorisme, vous savez, dans le Nord. Et c'est très clair que lutter sans respecter les droits humains, sans respecter les droits, sans respecter la situation des droits de l'État, c'est un chemin qui c'est une erreur. C'est une grande erreur parce que l'abandon des droits fait une spéciale nutrition pour le terrorisme, parce que le terrorisme veut que les autres doivent être comme eux, et ce n'est pas vrai. L'État doit être différent à le terrorisme, parce que dans les droits, ce n'est pas possible d'oublier l'essence de la démocratie, que c'est le droit. Qu'est-ce que vous avez pensé de la dispute en France autour du burkini? Bon, je pense qu'il faut être toujours pour la liberté, non simplement pour notre liberté, mais aussi pour la liberté des autres. Et ce serait permissif.
avec cette habitude, parce que je dois reconnaître, je ne les aime pas, cette habitude. Je ne le veux pas, je vais le discuter, ça veut dire que c'est pas que c'est une bonne manière de développer les personnes. Oui, c'est vrai, mais la liberté, c'est très important, et aussi le respect. Et pour ces raisons, pour le respect, pour la liberté, je ne l'interdirai pas. Qu'est-ce que vous pensez des femmes aujourd'hui qui ont pris la tête dans beaucoup de pays en Europe ou aux États-Unis, comme le Tea Party, ou en France, le Front National, en Allemagne, l'extrême droite allemande, de ces femmes qui ont pris la tête de partis d'extrême droite? Pour moi, c'est difficile de les comprendre parce que dans l'Espagne, nous n'avons pas ce problème dans ce moment. Et je pense que pour moi, ça indique qu'il y a une chose qui s'est mal faite pour les grands partis de la gauche. Ce sont les partis de la gauche qui font un échec, et cet échec produit cet effet. C'est lié, par exemple, pour les Américains. Comment est possible que dans l'Américain, c'est les personnes qui votent les républicains, personnes très pauvres, personnes avec beaucoup de besoins, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande erreur, je pense, dans ce moment, dans les grandes politiques de la gauche. Peut-être la gauche n'a pas eu bien faire en politique très pro de les personnes, des problèmes quotidiens, quelque chose autour, en relation avec le quotidien. Alors, vous parlez aussi des changements, et les changements, pour vous, ils passent par des petites expériences à la base. Vous pouvez dire un peu comment ça va fonctionner, parce que comment est-ce que ces petites expériences vont finir par changer le monde? Bon, ça veut dire que les enseignements, il faut les entendre comme une petite gymnastique, non? Si quelqu'un n'aime pas ces choses qui sont autour, qui sont présentes, pourquoi ne les pas censé? Je pense que nous avons parlé de l'éducation en avant. Bon, il faut élever dans les enseignements. Il faut élever comme censé, parce que l'histoire nous dit que nous sommes en train de très, très grands enseignements. Notre société ne se semble pas à la société de peut-être 30 ans avant, parce que les enseignements sont très rapides en ce moment. Il faut savoir que dans ce moment historique, nous devons être prêts à changer. Mais il y a un autre aspect que ça veut dire les enseignements de le monde, améliorer le monde. C'est une tâche très, très importante et très émouvante et qui nous donne beaucoup de bonheur. Il faut comme chercher le bonheur. Et chercher le bonheur en enseignement le monde pour l'améliorer, c'est très, très gratifiant. Ça veut dire que c'est une manière de trouver le bonheur. Vous pouvez voir comme il y a beaucoup de personnes qui cherchent des grandes expériences, aller pour monter une très difficile montagne, aller pour une très sombre forêt, et c'est comme là. Bon, mais ce sont des aventures géologiques, aventures touristes, mais il y a aventures dans la vie. Il y a une très jolie aventure dans la vie qui c'est censé la vie. Changer le monde pour l'améliorer. Il est très, très, très gratifiant. Ça veut dire que c'est une manière de trouver un gros tas de bonheur. Alors, Stéphane Hessel disait « Indignez-vous ». Qu'est-ce que vous nous dites? Changez. Si vous n'aimez pas le monde qui est autour de vous, changez-le.